France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce jeudi 19 septembre. À la une, moins d'un an après la perquisition tendue au siège de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches sont jugés pour acte d'intimidation envers un magistrat, rébellion et provocation. S'agit-il d'un procès politique, comme le dénonce d'ailleurs le leader de la France Insoumise? Vous votez sur Facebook France Maghreb 2 pour nous le dire, ou sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant aussi dans un instant au 01 40 33 9000. Nous serons avec Landry Ngang, cadre à la France Insoumise, ancien candidat à l'élection européenne, pour nous donner également sa vision des choses concernant ce procès qui s'est tenu à Bobigny pour ce premier jour, et il y avait du monde ce matin. Pour en parler avec nous, Yasser Louati, Céline Bory et Ossine Ras dans quelques instants. Suite et fin de notre sujet de la semaine sur le viol dans le couple, le zapping, les infos zappées et évidemment le fameux quiz en fin d'émission. C'est parti donc pendant 2 heures, ça s'appelle le Grand Forum et c'est évidemment sur France Maghreb de tous les jours de 16h à 18h. 16h-18h, le Grand Forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Fro. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct. Nous sommes jeudi aujourd'hui, ravis de vous retrouver. On est le 19 septembre, j'espère que tout va bien pour vous, où que vous soyez, du côté de Marseille par exemple, tiens, ou du côté d'Alger en train de nous écouter, ou de Tunis par exemple, quel que soit l'endroit. Soyez les bienvenus pour écouter France Maghreb 2, bien évidemment les différentes fréquences FM, et puis bien entendu aussi l'application qu'il vous faut absolument télécharger, l'application sur le Play Store ou sur l'Apple Store France Maghreb 2, c'est tout simple, vous allez voir, ça se télécharge en 2 secondes et ainsi vous pouvez rester connecté à votre radio. Aujourd'hui, Céline Bory est avec nous, journaliste. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Monsieur Ossine Ras, comment il va monsieur Ossine Ras? Toujours bien, bonjour à tout le monde. Cofondateur de Bibliothèse, l'événement qui cartonne. Président du CJL, monsieur Louati, parce que le jeudi c'est... Louati. Voilà. Bonjour Yasser, comment ça va? Très bien et toi? Dis donc, j'ai l'impression qu'on a la même équipe que la semaine dernière, à l'exception près de Besma qui n'est pas là. Voilà, Besma qui doit être en audience certainement. Ou elle nous a abandonné, peut-être qu'elle en avait marre de nous. Oui, peut-être. Quelle émission qui a... Vous savez que j'ai eu beaucoup de retours sur cette émission. Hein. Oui. Vous avez été, il paraît, très très performants, hein, tous. Hein. Ah oui, ça a été un clash d'anthologie. Oui, enfin d'anthologie. Comme à la belle époque du hip-hop. Ouais, c'est ça, à la bonne époque du hip-hop. Bon, bah tiens, ça tombe bien que tu parles de clash, parce qu'il va s'agir de clash aujourd'hui, puisque c'est en procès. C'est Jean-Luc Mélenchon ainsi que 5 proches de la France Insoumise qui comparaissent ce matin à Bobigny pour bien ce qui s'est passé il y a tout simplement un an, enfin à peine un an, mois d'octobre 2018. Vous vous souvenez de la perquisition au siège de la France Insoumise, une journée marathon, c'était un mardi pour Jean-Luc Mélenchon. Et depuis, évidemment, les choses se sont un petit peu corsées, son image a été fortement abîmée et il doit répondre des chefs d'inculpation contre lui aujourd'hui. Faire entendre nos arguments, déterminés, persuadés que tout ça est hors norme, disproportionné depuis le début, y compris cette convocation bien évidemment. Nous ferons entendre des arguments qui devraient amener à ce que chacun d'entre nous soit relaxé bien évidemment et que chacun comprenne que depuis le début cette affaire est politique. Et j'invite chaque citoyen à s'interroger sur la manière dont cette affaire a été enclenchée. Une nouvelle fois, je le répète, par une dénonciation sans preuve d'une dirigeante d'extrême droite. Il y avait du monde ce matin devant le tribunal de Bobigny pour venir soutenir Jean-Luc Mélenchon et les 5 personnes qui comparaissent donc depuis ce matin. Le parquet a demandé le renvoi, ça a été refusé. Donc ça a lieu aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, plus que jamais au taquet, il tweet depuis ce matin quasiment ce qui se passe à la minute dans ce procès. Du coup, cette question, aujourd'hui, moins d'un an après la perquisition tendue au siège de la France Insoumise, et tout le monde s'en souvient de ces images, eh bien, Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches donc sont jugés pour acte d'intimidation envers un magistrat, rébellion et provocation. S'agit-il d'un procès politique, monsieur Yasser Louati? Politique, non. Après, c'est qu'on peut s'en tenir à un procès, on va dire, entre guillemets, procédurier. Mais en même temps, je veux dire, les questions que le procès soulève, enfin, la perquisition, elle n'a pas eu lieu pour rien. D'accord. Et lorsque la France Insoumise a été interrogée sur la raison de la perquisition, ils ont tous botté en touche en disant que c'était un procès politique et qu'on voulait le faire taire. Et comme tu l'as dit en introduction, Jean-Luc Mélenchon a tout fait pour écorner sa propre image. On se souvient de son esclandre, on se souvient de hurlements, on se souvient de « je suis la République », etc. Donc il y a un moment, on dit, si t'es la République, tu vas passer un procès, mon coco.
Et donc c'est un peu dommage parce que bon, aussi bien, enfin, je considère Mélenchon comme un adversaire politique et loin d'être un allié idéologique ou politique. Néanmoins, c'est vrai que oui, lui faire ce procès-là, pourquoi ne pas l'avoir fait à d'autres partis politiques? Céline, est-ce que c'est un procès politique? On rappelle quand même que c'est sur la base d'une dénonciation d'une personne du Front National que cette affaire a éclaté. Hein. Et elle éclaboussait d'ailleurs d'autres personnalités politiques. Et eux, en l'occurrence, n'ont pas été inquiétés. Il y en avait d'autres. Mais Jean-Luc Mélenchon a fait face donc à cette journée donc de perquisition à son domicile d'abord, puis au siège de la France Insoumise. S'en est suivi cette scène absolument qui a fortement abîmé son image quand même. On se rappelle de C'est moi la République, oui. etc. Donc Céline, procès politique ou pas? Il y a peut-être forcément des intérêts politiques derrière tout ça, mais il y a quand même aussi beaucoup de mise en scène. En ce sens, moi je trouve que c'est beaucoup de cinéma quand même. Je pense que ça aurait été d'autres personnes. Le comportement qu'a eu certaines personnes de la France Insoumise lors de cette perquisition, ça aurait pas été eux, ça aurait été des jeunes des quartiers ou quoi que ce soit qui auraient répondu de la sorte. Il y aurait eu sans doute des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'ont eu c'était Corbière qui était là, de mémoire, Mélenchon et Corbière. Donc après oui, ça fait beaucoup d'esbrouf en fait, et c'est cette position de victime qui me dérange. Ça en fait trop. Ils en font énormément. C'est un procès politique, c'est une injustice, ceci, cela. Mais quand il y a des dérapages policiers ailleurs, ils sont pas toujours là pour les dénoncer en fait. Oui, absolument. Alors, on se rappelle avant de te poser la question aussi, ce qui s'est passé donc c'était au mois d'octobre 2018 devant les caméras, de Quotidien, l'émission qui avait capté donc cette scène absolument incroyable de Jean-Luc Mélenchon, mais alors au bord des nerfs, plus qu'au bord des nerfs d'ailleurs, très énervé. Écoutez. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous qui touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Par là. De l'autre côté, Incroyable cette scène, en tout cas, vous l'avez tous vu et revu, hein, Jean-Luc Mélenchon. Incroyable, non? Indéfendable. Indéfendable. Autant d'arrogance. Je suis la République, je suis parlementaire. Ouais, mais t'es quand même c'est du peuple, non? Non, et puis ça révèle quand même l'ego surdimensionné de Mélenchon. Ouais. Ses paroles, elles sont révélatrices. Ah on a vu le résultat dans les urnes. Je veux dire, les européennes ont été dramatiques pour la France Insoumise. C'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché, c'est qu'on reproche aussi bien à Mélenchon qu'à son parti de ne pas fonctionner de manière démocratique. C'est que les nominations, on ne sait pas comment elles sont faites. Il y a un comité directeur dont les règles ne sont pas vraiment rendues publiques. Mélenchon, a mis sur pied un système pyramidal qui se fait passer pour un système horizontal. Là, on en a eu une démonstration de par son comportement. Alors, n'importe qui aurait parlé comme ça, on aurait été sur des outrages, et ça serait très mal passé. Là, c'est parce que c'est Mélenchon et ses amis. Imaginez un Mohamed qui dit ça. Ossine. Ouais, donc pour moi, en entendant la vidéo, je suis pas un voyou, je suis pas un bandit. C'est pas parce que tu portes un costume et que tu sièges à l'Assemblée que t'es pas un voyou. Au contraire, si tu représentes vraiment la République et que t'es un parlementaire, tu devrais montrer l'exemple. Les scènes, là vous avez entendu la voix, mais on voyait aussi sur l'écran la vidéo. On voit bien qu'ils sont en train de secouer la porte d'entrée alors qu'il y a des policiers assermentés par l'État qui sont devant. Donc comme a dit Céline juste avant, ça aurait été des jeunes de quartier ou même des habitants de quartier, censés être jeunes, ou même parfois des citoyens lambda, pour sortir un petit peu des quartiers populaires. Ils auraient pas eu la même sentence. Je pense qu'il y aurait outrage et rébellion dès le début. On n'aurait pas eu le temps de toucher même ne serait-ce la porte, ni ne serait-ce d'osser le ton. Parce que dès qu'on ose le ton, forcément, ça se transforme en outrage. On en parlera la semaine prochaine lors de notre semaine spéciale violence, quartier populaire et police. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, moi, j'ai un petit truc par rapport à ce que tu venais de dire, Christophe. Il y a une autre questionnement à avoir. Est-ce que parce que c'est du fait de la dénonciation d'une personne de l'extrême droite
qu'on ne doit rien faire contre Mélenchon, qu'on doit le défendre. Moi, totalement, n'importe qui, je suis contre la délation, bien sûr, mais là, pour le coup, sur leur enquête, ils ont vraiment tombé sur des os à la France Insoumise. Donc, cette délation, elle n'était pas faite pour rien. Que ce soit une personne de l'extrême droite ou de n'importe qui, voilà, on s'en fout. Après, on continue. Je suis d'accord sur le point, bien sûr, que si ça se passe à la France Insoumise ou au Front National, ex-Front National, faudrait que ça se passe partout. Malheureusement, oui, il y a des protégés parmi les proches du gouvernement et d'autres. Je pense pas que les délations, elles arrivent que sur la France Insoumise ou le Front National ou le Rassemblement National. Donc ouais, il faudrait maintenant acter pour les autres aussi. On va poser la question à Landry Ngang, qui est cadre à la France Insoumise, ancien candidat aux européennes. Monsieur Ngang, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend bien, monsieur Ngang. Vous êtes à Bobigny, je suppose, depuis ce matin? Exactement, je suis à Bobigny en train de suivre le procès politique de Jean-Luc Mélenchon et des autres cadres qui sont accusés. Et pour l'instant, ça se passe assez bien, même si évidemment il y a des séquences qu'on regrette, hein. Par exemple le matériel défectueux à certains moments, les vidéos qu'on n'arrive pas à lancer, vidéos qui bien sûr montrent un Jean-Luc Mélenchon beaucoup plus calme, ou certains passages qui même sont totalement inaudibles, pour ne pas dire qu'il n'y a aucun bruit. Et le juge le procureur dit c'est à ce moment-là que vous avez dit telle chose, alors qu'on ne peut manifestement rien entendre parce qu'il n'y a pas de son. Mais sinon ça se passe plutôt bien. Il y a un bon état d'esprit, une confiance à travers les militants et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous comprenez quand même qu'auprès d'un certain public, les images datant du mois d'octobre, c'est ce pourquoi d'ailleurs vous êtes en partie présent au tribunal aujourd'hui à Bobigny, ça a pu choquer quand même beaucoup de gens? Jean-Luc Mélenchon, je suis la République, on ne me touche pas, etc. Ces images ont fait beaucoup de mal quand même à la France Insoumise. Oui, ça a fait du mal à la France Insoumise, mais il faut remettre tout un contexte derrière ces images. Elles ne sortent pas de nulle part, elles sortent d'un contexte très précis qui est que c'est l'aboutissement en quelque sorte, même s'il y a le procès aujourd'hui, d'une procédure politique judiciarisée. La France Insoumise est accusée de deux choses. La première affaire, c'est celle sur les parlementaires européens, sur les attachés parlementaires européens. Suite à la dénonciation calomnieuse, et je tiens à préciser calomnieuse d'une élue d'extrême droite, qui avoue elle-même avoir fait un pied de nez à la justice et d'avoir aucune preuve de ce qu'elle avançait. Des décisions calomnieuses. Le Parlement européen a d'ailleurs fait une enquête et ils ont révélé qu'il n'y avait absolument rien dans ce dossier-là. Ça date d'il y a 3 ans. La seconde affaire, c'est sur les comptes de campagne qui ont été validés d'ailleurs, mais il y a eu une note disant que bon, il y avait quelques trucs par-ci par-là, mais cette note-là a été pour quasiment tous les partis à ce moment-là. On a dit, et on est les seuls à avoir fait à la France Insoumise, qu'on était prêt à tout leur donner. On leur a demandé de revérifier tous les comptes de campagne. Ils ne l'ont pas fait, mais on était prêt à coopérer et ça ne nécessitait pas une perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise ou au parti de gauche. Suite à ces deux dénonciations, du coup, suite à ces deux faits ou ces deux affaires, on appelle ça comme on veut, il y a eu les perquisitions où on est parti chez plus de 17 personnes un matin, à 7 heures du matin, perquisitionner et demander du coup une force de plus de 100 policiers armés, pour la plupart avec des gilets pare-balles, comme si Jean-Luc Mélenchon ou ses attachés parlementaires étaient des gens dangereux ou qui relevaient du grand banditisme. Le contexte est là. Maintenant, pour revenir sur le moment des perquisitions et le moment des images où Jean-Luc Mélenchon dit notamment ma personne est sacrée ou la République c'est moi, il a pu expliquer longuement durant le procès pourquoi il a fait ces déclarations. Et ce ne sont pas des déclarations qui sont l'émanation, on va dire, de l'ego surdimensionné de Jean-Luc Mélenchon, mais des déclarations très précises, où notamment quand il dit ma personne est sacrée, il fait référence à Mirabeau, où durant, on va dire, l'Assemblée constituante dans les années révolutionnaires, Mirabeau a décidé de poser un projet de loi pour dire à partir de maintenant, les parlementaires sont des personnes sacrées, justement pour faire barrage à la personnalité sacrée du roi. C'est là d'où vient l'inspiration, on va dire, de cette phrase-là. Et pareil, quand il dit la République c'est moi, c'est aussi une autre inspiration qui puise dans d'autres sources beaucoup plus historiques, mais je ne vais pas en faire l'étalage. Donc au final, ce qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir haussé le ton et d'avoir fait des références historiques. Bon, ça tient pas. Monsieur Landry Ngang, oui. Dans cette émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2, il y a aussi des chroniqueurs qui ont leur avis et pour ne rien vous cacher,
Ils sont pas tous d'accord avec vous, Ossine peut-être? Oui, parce que là vous dites. Je suis pas d'accord avec eux, mais Bonjour. c'est pas grave. Bonjour. En fait, là vous dites qu'il n'y a que ça, mais nous on a aussi vu des images qui ont été diffusées partout, qu'on vient de revoir encore. On a entendu des sons, etc. Pour moi, ça ne s'arrête pas là. Pourtant, je suis ni policier ni je fais partie de la justice ou autre. Et pour moi, non, ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir que dans nos vies à tous, dans nos quartiers populaires ou autres quartiers, pour le millième de ce que les personnes de votre équipe ont fait, pour pas ne citer que Mélenchon, on se retrouve déjà en garde à vue avec souvent une comparution immédiate. Et outrage. Et moi, je suis pour une équité entre les politiques et nous. Dans les quartiers populaires, et j'ai des amis à qui c'est arrivé, juste pour mal regarder un policier, on se prend en outrage. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan que tout le monde. Et Jean-Luc Mélenchon... Pourquoi il est sacré? Monsieur Ngang, il est sacré plus que des habitants des quartiers populaires, monsieur Mélenchon? Il n'est pas sacré. Mais ce n'est pas un justiciable comme les autres. C'est quand même le président d'un parti d'opposition. C'est un parlementaire. Excusez-moi, on va revenir. Dans les quartiers populaires, il y a des présidents d'associations, il y a des représentants des quartiers, etc. Excusez-moi, juste pour attendez, monsieur Ngang. Oui, les présidents d'associations, ce ne sont pas des parlementaires élus par le suffrage universel. Ce ne sont pas des personnes qui incarnent la République, même s'ils ont des fonctions très importantes dans leur quartier. Et d'ailleurs, on les salue pas assez, ces présidents d'associations. Mais on ne peut pas dire qu'un parlementaire est une personne justiciable comme une autre, c'est pas vrai. Donc il est élu de manière sacrée en fait, c'est pas une élection normale. Non, mais les parlementaires ont une immunité parlementaire. Je vais reprendre la phrase de Poutou, un boulanger n'a pas d'immunité pour son travail. Ce ne sont pas des personnes comme tout le monde. Par leur fonction, ce sont des personnes qui représentent le peuple. Et donc qui sont dans un certain sens au-dessus des gens comme vous et moi dans la rue. Mais justement, alors c'est pour ça, c'est juste pour vous dire, pour revenir à cette phrase et je conclurai, c'est pas une question, c'est pour ça que vous représenterez jamais nos quartiers, parce que vous vous croyez au-dessus, parce que vous dans vos têtes vous venez de le répondre, vous venez de le dire, excusez-moi, je vous ai laissé parler. Monsieur Gang, juste on essaye de s'écouter et c'est important. Notre électorat, désolé, je vous en prie. Notre électorat, vous ne le représentez pas du tout, vous venez de le prouver encore une fois. Personne n'est au-dessus. Si vous voulez vraiment représenter des quartiers, soyez issus des quartiers ou représentez-les de la manière. Ouais, mais on dirait pas à vos propos, on dirait que vous êtes issus des quartiers, mais que vous vous sentez un peu au-dessus en tant que vous peut-être, mais peut-être les parlementaires de chez vous. Moi, un vrai parlementaire représente le peuple et il fait partie du peuple. S'il se croit au-dessus parce qu'il est élu par des personnes, franchement, il y a un gros problème. Non, c'est pas ça. Non, mais attendez, excusez-moi. Là, vous avez totalement déformé ce que je viens de vous expliquer. Je viens de vous dire que par sa fonction, par le fait qu'il soit député, ce n'est pas quelqu'un issu du peuple. Il a dans les lois une immunité parlementaire et d'autres avantages. Donc par ce fait-là, ce n'est pas quelqu'un, on va dire, du bien commun et qui est régi sous les lois communes. Même si, bien évidemment, il fait une infraction, il sera jugé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est aujourd'hui en correctionnel. D'accord, vous voulez bien me l'accorder. On a compris. Sur le fait que on ne représente pas les quartiers populaires, etc., excusez-moi, mais c'est un peu une vaste blague parce que nos plus gros scores, on les a fait dans les quartiers populaires et moi-même, je suis issu d'un quartier populaire, j'habite la ville de Saint-Denis. C'est sûrement l'une des villes encore les plus populaires de France. Et je peux vous dire que la France Insoumise y est très bien reçue. Parce que Jean-Luc Mélenchon, notamment par exemple sur l'énervement de Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de gens qui ont senti l'humiliation dans ces perquisitions, qui eux-mêmes se sont fait perquisitionner à 6h du matin, dans des conditions pas les mêmes que Jean-Luc Mélenchon, parce que on a senti Mélenchon s'humilier lui-même, on n'a pas senti l'humiliation par rapport à la perquisition. Personnellement, c'est mon avis que beaucoup partagent. C'est le Mélenchon et son groupe qui se sont humiliés par leur comportement, mais pas la perquisition qui a humilié un parti. Je suis désolé. Céline Bory, pardon, monsieur Gang. Moi, je suis assez étonnée de voir qu'on a quelqu'un de représentant de la FI, donc de la gauche, voire de l'extrême gauche, qui est en train de nous dire qu'il faut maintenir ses privilèges. Donc il y aurait un traitement d'extrême. C'est ce que j'ai compris. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Monsieur Mélenchon, de par sa fonction, était au-dessus du peuple et n'était pas injusticiable comme les autres. Donc il devait, c'est ce que vous avez dit. Donc il devait bénéficier des privilèges qui lui étaient acquis, à savoir qu'il ne devait pas être perquisitionné. Or, comme on vous l'a dit je pense qu'au cinéma on avait le même ressenti, la perquisition, malgré les esbroufs qui a pu se faire, c'est très bien passé, ça aurait été d'autres personnes en face, je pense que les conséquences, elles auraient été beaucoup plus graves. Et comme qui, Benalla, par exemple?
Mais on parle pas de Benalla, on parle de gens de quartier populaire, des gens qui se retrouvent en garde à vue, qui se prennent des outrages et des amendes. Vous l'avez dit tout à l'heure, un simple regard, on se retrouve en garde à vue. Vous l'avez dit tout à l'heure. Benalla aussi, Benalla. Vous me parlez toujours de Benalla. Vous voulez qu'on parle des gens dans les quartiers populaires qui n'attaquent même pas parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Parce que vous parlez de procès politique. On peut parler d'un vrai procès politique. On va parler des frères Traoré. Là, il y a vraiment quelque chose de politique derrière. Le poids des mots, c'est important. Monsieur Engang. Oui, non mais attendez. Pourquoi vous voulez opposer le procès de Jean-Luc Mélenchon à ceux des quartiers populaires? Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un traitement d'exception nécessaire pour Monsieur Mélenchon. Non. Alors, je suis en train de vous dire que l'affaire qui a été déclenchée, donc les perquisitions qui ont été déclenchées sur aucune base concrète. D'accord? J'ai dit cette chose-là en préalable. Et c'est pour ça aussi que j'ai expliqué qu'au final, c'est une affaire qui est politique, judiciaire et politique, une affaire politico-judiciaire. Maintenant, vous parlez des quartiers populaires. D'accord? On peut parler des quartiers populaires, mais comme on l'a dit, et je pense qu'on est tous d'accord, dans les quartiers populaires, la République, ou en tout cas certains de ses représentants, n'obéissent pas à un compte déontologie, dans le sens où on peut se prendre des coups de pied, dans le sens où on peut se faire frapper par des policiers. Et on aurait aimé que la France Insoumise soit un peu plus engagée là-dessus. Par exemple, en déposant un projet de loi sur le récépissé. On l'a fait en travaillant avec des associations, en soutenant la famille Assa Traoré, en allant à chacun de leurs appels et toujours en relayant leurs faits sur les réseaux sociaux. Oui. On est présent dans les quartiers populaires. Oui, ils sont venus en marche. Des quartiers populaires parce qu'on est issu des quartiers populaires. Moi, si je me suis engagé notamment en politique, c'est parce que je viens de ces quartiers-là, je vois ce qui ne va pas. Mais vous faites plus de tapage médiatique pour Mélenchon, vous étiez plus nombreux à Bobigny tout à l'heure que j'ai pas vu autant de monde pour le procès d'Amal Bentounsi, de son frère, excusez-moi. Juste pour revenir sur ça, pour terminer une petite phrase, sans vouloir vous descendre, je pense bien qu'il y a des personnes de bonne foi chez vous, mais vous participez à ces marches et ces manifs plus pour faire de la récupération que pour soutenir une famille. Je généralise pas, je ne généralise pas. Chacun son cas. Maintenant, le parti politique en lui-même participe à ces marches afin de faire de la récupération dans les quartiers populaires. Non, je suis pas d'accord. D'accord. Si on n'y était pas, vous nous aurez dit qu'on s'en fiche des luttes des quartiers populaires. Moi, je voulais revenir sur on fait de la récupération. Concernant les marches, alors, rapidement, dernière question, Yasser Louati, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Yasser Louati. Concernant les marches, je veux dire, vous n'êtes pas censé savoir, enfin, je vous apprends rien, que bien des associations refusent justement que les partis politiques se présentent. Parce qu'ils craignent justement que la présence d'un politique serve plus à la communication d'un parti, soit en campagne, soit en tentative de récupération, que la lutte en elle-même. Preuve en est, c'est que le travail au quotidien des associations de quartier n'est pas soutenu par les partis politiques. Donc quand il y a élection, quand il y a débat, et c'est vrai, je ne vais pas jeter en pâture les membres de votre parti ou d'autres qui sont vraiment sincères. Et ça, personne ne va en douter, on ne va pas généraliser. Par contre, monsieur, excusez-moi, laissez-moi finir, on ne peut pas non plus minimiser le fait que bien des personnes voient dans la souffrance des quartiers populaires et des populations racisées, et on l'a vu encore avec le débat sur le mot islamophobie défendu par la France Insoumise et son soutien à Henri Peña-Ruiz, que la souffrance au quotidien n'est pas justement un souci quotidien des partis politiques. Réponse de monsieur Engang et on en termine. Alors, ma réponse, parce que du coup vous avez abordé 3 axes, excusez-moi, je vais répondre par les derniers. Non, la France Insoumise ne soutient pas le mot islamophobie. On a bien dit dans le communiqué de presse, vous pouvez le retrouver sur notre site. Mais pas au niveau national, monsieur. Que c'est un mot, attendez. Que c'est un mot que la France Insoumise en tant que telle ne souhaite pas utiliser, mais qu'on refuse le droit d'être islamophobe. Certains d'entre nous, dont moi, utilisons ce mot-là, de l'islamophobie, parce qu'on voit très bien dans nos quartiers notamment qu'il y a une réelle islamophobie. Ça montre encore que vous... Dans la société française en général, en dehors de nos quartiers, dans la société française en général, l'islamophobie est un gros problème. Évidemment. Et ça, personne ne dira. Alors, second point, sur le travail avec les associations. Je suis désolé, on travaille quotidiennement dans les quartiers populaires avec les associations, surtout dans nos circonscriptions, là où on est élu. Je parlais du projet de loi sur Saint-Denis à la France Insoumise au niveau national. Excusez-moi, mais le niveau national, c'est quoi? L'émanation des si on nous entend. Sur quel sujet on nous a pas entendu? À chaque fois, ça touchait quelqu'un des quartiers populaires. Dès qu'il y a eu des violences policières sur les quartiers populaires, on était présents. Quand il y a eu notamment le rapport sur le département de la Seine-Saint-Denis qui montre qu'on est discriminé à tous les étages, on a été présent, on l'a relayé et on a même dit que ça fait des années, pas la France Insoumise n'existait pas, mais que chacun d'entre nous, on disait que c'était le cas. On nous entend sur ces questions-là. Monsieur Landry, un dernier exemple. Oui, rapide parce qu'on a la pub là, oui. Citez-moi un parti politique qui a déjà organisé une rencontre nationale des quartiers populaires, comme c'est le cas chez la France Insoumise.
aucun autre. Nous avons dégagé plus de 100 points. J'aimerais répondre sur celui-là. On n'a pas le temps. Dommage, parce que j'y étais et se cacher derrière des affiches qui ne citent pas leur nom, c'est désolant. Si vous parlez de la rencontre à Épinay-sur-Seine, j'y étais. Alors excusez-moi, des affiches que vous placardez partout où le non-averti n'est pas au courant que c'est la France Insoumise qui organise ça. Je trouve ça un peu faux. Chez moi, il y avait France Insoumise en bas. Excusez-moi, Monsieur Landry Gang, merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, on généralise pas. Vous viendrez avec plaisir dans nos studios, comme ça on pourra poursuivre la discussion, cher monsieur Ngang, si vous le souhaitez évidemment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Dans un instant, on continue. C'est bien en tout cas. Voilà, on échange avec des cadres de la France Insoumise. On voit qu'il y a beaucoup. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec aujourd'hui Yasser Louati, Céline Bory et Osinras sur France Maghreb 2. Je vous confirme l'information que je vous donnais juste avant la pub. Donc, on a appris la mort de l'ancien président tunisien Zine Abidine Ben Ali, qui avait fui la Tunisie après suite à la déclenchement de la révolution. Il vivait en Arabie Saoudite, donc la mort est confirmée par l'ensemble des médias. Alors où nous parlons, donc disparition, c'est officiel, de l'ancien président tunisien Zine Abidine Ben Ali. Yasser. Alors, on est en direct ? Oui, on est en direct, ouais. Alors, mon cher Yasser, non, c'est l'émission de demain. Voilà, c'est ça. On coupera au montage. Alors, on parlait il y a quelques instants avec monsieur Ngang qui était donc cadre de la France Insoumise. On l'a un peu bousculé quand même, Ossine, Céline. Oui. Mais c'était vrai, il s'agit pas de généraliser. Oui, on personnalise pas contre cette personne. Absolument pas contre cette personne-là. Et on a conscience que dans des personnes qui font partie de la France Insoumise, comme sûrement ce monsieur, il y a des personnes qui sont de bonne volonté, qui entrent dans ce parti justement en voulant défendre justement ces quartiers populaires, etc. Bien sûr, nous on parlait des cadres dirigeants, dont Mélenchon, qui ne représente pas du tout et qui donne justement cette image et l'axe politique que va suivre ce parti. Et en tout cas, c'est très négatif pour nous. Oui, négatif, Céline, on est d'accord là-dessus. Ce que le parti a dégagé, ce qu'il dégage. Alors, c'est vrai, il s'est vanté de cette organisation concernant les quartiers populaires faite à Épinay-sur-Seine. On s'en souvient d'ailleurs, monsieur Éric Coquerel, qui était venu nous en parler ici même. Ah oui, monsieur Coquerel. Monsieur Coquerel, voilà. Oui. Il était venu, voilà. Oui, je me souviens de monsieur Coquerel, l'état d'urgence, non, l'islamophobie, ça n'existe pas. Les délais de l'état d'urgence ont commencé, non pas quand les musulmans se sont fait perquisitionner, mais quand on a frappé sur la COP21. Oui. Voilà, entre autres. Voilà, monsieur. Ouais. Donc, on se souvient de ça. Donc, tu y étais, toi aussi, à cet événement organisé par la France Insoumise. À Épinay-sur-Seine. À Épinay-sur-Seine. Oui, j'y étais, oui. Oui, c'était un meeting politique. Oui, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est un meeting politique. Ça l'était. La question qu'on vous pose, donc, moins d'un an après la perquisition au siège de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches sont jugés pour actes d'intimidation envers un magistrat, rébellion et provocation. S'agit-il d'un procès politique? On est tous d'accord? Vous dites non, vous, tous les trois. Pas de procès politique. Pas plus que ce qui se passe dans les quartiers, en tout cas. Ouais. Même s'il y a des intérêts politiques. Voilà, c'est pas un procès. Il y a des intérêts objectifs, mais procès politique, non, faut pas déconner. Dans ce cas-là, le FN aussi a été perquisitionné. Ils sont aussi en procès pour les emplois fictifs. Fillon, pareil. Donc, oui, c'est vrai. Par contre, qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la procédure. C'est vrai que des personnes issues du quartier populaire, Mohamed ou Mamadou ou Fatoumata, qui diraient, comme disait aussi, le millième de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, oui, mais ils auraient été embarqués manu militari, et jamais de la vie, ils auraient pu continuer à parler et à vociférer face à la police. Oui, alors vous êtes 71% à dire oui, que c'est un procès politique selon vous sur Facebook, France Maghreb 2, vous pouvez continuer de voter, et peut-être que d'avoir écouté nos chroniqueurs, ça va peut-être influencer le vote, on verra cela à la fin de l'émission, sur Twitter également, le grand forum FM2 pour voter, bien entendu, le temps pour nous de passer au zapping. Jean-Luc Mélenchon. C'est parti, le zapping, jingle, rien ne va plus dans cette émission. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Votre pas de calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, au menu de ce zapping avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, Adrien Quatennens, était l'invité politique ce matin de RTL. Et, selon lui, Emmanuel Macron joue un jeu dangereux à propos de l'immigration. Il s'en est expliqué au micro de RTL. Le 30 septembre, on s'ouvrirait à l'Assemblée le dossier de l'immigration. Il y a un an, vous-même et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon aussi refusiez de signer le manifeste pour l'accueil des migrants.
Sur France 3, Jean-Luc Mélenchon a expliqué ne pas souhaiter faire comme si l'immigration était quelque chose de, je cite, naturel, souhaitable, désirable. Finalement, vous dites la même chose aujourd'hui que le président Macron. Non, puisque Monsieur Macron veut en quelque sorte durcir les conditions d'accueil. Moi, je pense et j'espère que le 30 septembre, nous aurons l'occasion d'un débat de fond plus important. Je vous dis d'abord ce que je pense. Je crois qu'Emmanuel Macron est un stratège très intelligent, mais que là, il joue un jeu dangereux. En essayant de conforter finalement son face-à-face avec Madame Le Pen, en mettant le thème de l'immigration en avant, alors que vous le savez, tous les sondages le montrent, les Français sont peut-être préoccupés par l'immigration, mais très loin après la santé, après les services publics. L'aide médicale d'État, est-ce qu'il faut la réformer? C'est pour les étrangers sans papier, ça coûte 1 milliard. Est-ce que vous dites aujourd'hui oui, sur ce dossier-là, il faut la réformer? L'aide médicale d'État permet de soigner les gens et de faire en sorte, y compris, que certaines maladies ne se diffusent pas dans notre pays. Ça n'est pas sérieux de considérer... Il n'y a pas d'abus. Mais il faudrait en faire la démonstration. Mais quand Monsieur Guérini, par exemple, vous l'avez vu, a parlé des prothèses mammaires, même les professionnels de santé s'insurgent. Faut qu'on soit un peu sérieux sur la question migratoire. D'abord, dire une chose, les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité. Et quand vous regardez statistiquement ce qui se passe, vous voyez que l'essentiel des mouvements migratoires se font entre pays du Sud et qu'aujourd'hui, l'Union européenne, à ses portes, elle a environ 2 personnes qui arrivent pour 1000 habitants. Donc, première chose, il n'y a pas de vague migratoire, comme le dit, par exemple, Madame Le Pen. Une fois qu'on a dit ça, il faut créer les conditions d'un accueil digne à l'échelle européenne. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'est pas fait. Il faut répartir l'effort. Il faut répartir l'effort entre les pays européens, remettre en cause la règle de Dublin qui fait que géographiquement, les premiers pays qui sont à la frontière en quelque sorte, ont à supporter l'effort. Est-ce que vous êtes d'accord avec Capnins? Macron joue-t-il à un jeu dangereux au sujet de l'immigration, puisque ça va être de nouveau en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat le 30 septembre? Alors, on peut être, enfin, sur ce que dit Monsieur Quatennens à la fin de son discours, effectivement, il n'y a pas de problème migratoire autant qu'on veut nous le faire croire, et ils amplifient le problème. On sait que c'est pas le sujet qui a été abordé par Macron, c'est à des vocations électorales. Cependant, il dit à juste titre aussi que la majorité des mouvements migratoires se font dans les pays du Sud, donc ça, on est d'accord. Cependant, la FI n'a pas une position très claire quant au sujet de l'immigration et quant à l'islamophobie. Il faudrait peut-être qu'ils se positionnent de manière un peu plus claire, parce qu'aujourd'hui c'est bien beau de nous sortir ces belles paroles, mais ça n'a pas été toujours le cas. Ça annonce plein de bonnes choses au cas où ils sont au pouvoir. Pour ceux qui les soutiennent. Sur l'immigration, Yasser Louati, Macron joue-t-il un jeu dangereux? Alors moi, je vais quand même faire un pas en arrière et reprendre ce discours sur l'immigration tel que nous le rabattent depuis maintenant plus de 30 ans. Moi, j'aimerais savoir, les personnes qui prônent la fin de l'immigration en France, est-ce qu'elles sont prêtes aussi à prôner la fin de l'émigration des Français dans les pays du Sud et à occuper des postes qu'on refuse aux enfants des pays concernés, tenus par des personnes qui se comportent en néocolons? J'en parle parce que j'ai vécu moi-même dans 7 pays différents, et à chaque fois que j'ai vu des communautés françaises sur place, qu'il s'agisse des pays du Golfe ou du Moyen-Orient en général ou d'Afrique du Nord, à chaque fois c'était la même chose. Nous avons des communautés françaises qui refusent de s'intégrer, qui refusent encore plus de s'assimiler, qui n'apprennent pas la langue, ne respectent pas les us et coutumes locales, refusent même de payer leurs impôts sur place, et qui en plus, lorsqu'elles débarquent, exigent qu'elles soient payées plus que les enfants du pays pour un même poste. Donc il y a un moment, si vous voulez prôner le repli, allez jusqu'au bout de votre logique. Alors, autre chose dans ce zapping, et là c'est pour saluer quelque chose qui a enfin été ouvert, ça se passe du côté de Lyon, et c'est CNews qui en a consacré un reportage, l'Institut français des civilisations musulmanes, qui est enfin sur pied après quelques années d'attente. 5 niveaux et 2700 mètres carrés de béton construits juste à côté de la grande mosquée de Lyon. Ce bâtiment flambant neuf est l'Institut français de civilisation musulmane. Son objectif, accueillir les musulmans pratiquants, mais aussi tous les curieux. C'est pas simplement un ghetto culturel qu'on construit, mais c'est plutôt une institution culturelle qui va s'ouvrir à tous les Lyonnais. L'Institut proposera des cours de langue et de civilisation musulmane, mais aussi des débats, des colloques et des conférences. Une façon de bien former les particuliers, mais aussi les cadres religieux comme les imams. Prévu sous François Mitterrand, l'Institut devait être bâti en 1994, en même temps que la mosquée voisine. Suite à une levée de boucliers, la construction est repoussée indéfiniment. Ce n'est qu'après la vague sanglante des attentats de 2015 que le gouvernement de Manuel Valls relance le projet et pose la première pierre. C'était aussi long parce qu'il fallait faire admettre la nécessité. Effectivement, on avait une belle mosquée, mais une belle mosquée sans diffusion de la connaissance et du savoir, c'était presque rien.
Ce projet a essuyé de nombreuses critiques, inquiètes de potentielles dérives. Pour rassurer, la direction a annoncé la mise en place d'un conseil d'orientation et de surveillance, un garde-fou qui aura un droit de regard sur la vie de l'Institut. Voilà, institut mis sur pied donc à Lyon, on s'en félicite. Un institut pas indépendant et autonome, à ce que j'ai compris. Maintenant, il faudrait le voir à l'intérieur, il faudrait voir son programme aussi pour savoir vraiment qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Qui décidera des programmes, des orientations idéologiques, etc. C'est toujours la même chose. Ouais. Moi, quand on me parle de civilisation musulmane, je pense à un musée qui raconterait l'histoire de l'islam, l'apogée de l'islam, son arrivée sur Terre, enfin tout son développement, etc. Pour justement casser tous les stéréotypes qu'on a. En fait, ce lieu-là, il pourrait servir aux autres que musulmans peut-être. Ça m'intéresserait encore plus. Maintenant, s'il est bien gardé, parce qu'on en a des centres culturels et de cours d'arabe ou de cours d'islam, etc. dans plein de quartiers, notamment à Stein, Saint-Denis et dans plein de villes en Ile-de-France, c'est pas nouveau, des petites structures. S'ils en font une aussi grosse structure uniquement pour les musulmans, je trouve pas qu'il y a un réel intérêt. Après, voilà, la deuxième question, c'est surtout qui va décider des programmes, qui va décider du contenu et qui surveille justement, comme ils ont dit, il y a une commission de sécurité et de surveillance. On aimerait bien savoir qui siège à ce comité. Est-ce que les musulmans auront est-ce que les musulmans, on veut dire, via leurs organisations, etc., auront voix au chapitre sur justement les expositions à faire, etc., comme disait à l'instant, le contenu, etc. Donc si c'est pour encore une fois que l'histoire soit racontée sous l'angle prisme blanc bourgeois, on aura encore une histoire qui sera complètement faussée, qui sera complètement stérilisé pour dire voilà, nous racontons l'histoire de gens qui aujourd'hui... En fait, vous êtes jamais content, en fait, si j'ai bien compris. On est chroniqueur, c'est normal. Vous êtes jamais content. Dès qu'on essaie de faire un truc, on nous plante. On l'a refait, Christophe. On l'a refait. Civilisation musulmane, ça vous plaît pas. On l'a refait. Vous cherchez la petite bête, mais il y en a pas. C'est bien. Il faut la créer. C'est pas assez bien. Non, c'est quand même positif d'aborder ça sous l'angle culturel. De remettre un peu de positivité. Ils ont quand même précisé que c'était ouvert à tous et pas seulement aux musulmans. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais oui, justement, notre manière de parler, c'est une question d'habitude. On est habitué à beaucoup de gros trucs comme ça qui arrivent en grande pompe, des grosses médiatisations de lieux, et puis au final on se rend compte que voilà, ça nous est pas réellement destiné ou c'est pas réellement géré par nous. Quand je dis nous, je parle de toutes les communautés, hein. Quand on voit l'Institut du monde arabe où le président est Jacques Lang par exemple, malgré beaucoup d'affaires qui le concernent, et encore à l'Institut du monde arabe aussi, sans vouloir faire heureusement c'est pas Zemmour, hein, le président. Qu'est-ce qui nous concerne réellement dans l'Institut du monde arabe, nous? Une chicha au dernier étage qui coûte 14 € le verre? Je crois pas, donc je sais pas en fait. Est-ce qu'on y a été? Oui, on y a été, bien sûr. Est-ce que réellement notre communauté ou nos communautés, parce que voilà, c'est encore le même lien avec les quartiers populaires ou d'autres communautés, est-ce qu'on va co-construire, est-ce qu'on co-construit réellement ces choses-là qui sont faites pour nous? Je répète encore une phrase, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous, tout simplement. Bon, alors je vous présente une application que vous connaissez peut-être, messieurs, dames, tout le monde, beaucoup connaissent, donc, qui fait trembler aujourd'hui l'industrie agroalimentaire. On l'a tous sur le téléphone. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. C'est l'application qui fait trembler les enseignes de la grande distribution. Yuka et ses 3 millions d'articles scannés par jour ont bouleversé le secteur agroalimentaire. 2/3 des Français, en voyant les résultats, ont abandonné cette année une marque ou un produit. Ça veut dire que finalement, ces applications sont plus efficaces que les pouvoirs publics pour forcer les industriels à améliorer leurs recettes. Rappelons que la politique d'amélioration nutritionnelle officielle, elle a été lancée il y a 20 ans et qu'elle a été un échec total. Voilà pour cette application. En tout cas, vous l'avez téléchargée ou pas? Franchement, on déteste. Non, je rigole. Non, je plaisante. Oui, moi, je l'avais téléchargé à un moment. Il y a ça aussi, je crois. Ma femme aussi, en fait, nos courses, en fait, ça passe par ça. Ça a l'air super, hein. C'est ah ouais, normal, hein. Ça a l'air super. On a plein de produits. Non, c'est super. Non, mais c'est bien. Produits alimentaires ou bien produits, cosmétiques, etc. Et t'as vu dans les rayons maintenant, tu vois les femmes ou les hommes qui font les courses avec l'application, le portable, ils scannent, hop, j'achète pas. Allez. Et c'est vrai que ça fait trembler l'industrie agroalimentaire. Les abus de l'industrie agroalimentaire sont plus à démontrer. Pour moi, c'est la meilleure manière d'utiliser justement tout ce numérique. Ça sert de lobby citoyen et humain, sans que personne se cache derrière. Pour une fois que la population attaque directement et en toute autonomie des marques, ils leur font défaut. Ils les scannent, ils prennent ou ils prennent pas, et après ces marques-là se rendent compte sur leur baisse des ventes qu'il y a un problème, mais bon, ils agissent de cette manière. Donc c'est un beau lobby citoyen, moi je trouve. 17h14, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Je précise. Oui. Parce que
pour moi qui suis végétarien et qui mange pas de viande, j'avoue que même des produits dits bio, des fois étaient vraiment néfastes. Parce qu'on met le label dessus, ça, mais en fait non, il y a plein de produits qui grâce sont pas bons. C'est pour ça que t'es tout le temps énervé, c'est parce que tu manges pas de viande, ça y est, j'ai compris. Voilà. On va aller se manger une bonne bavette ce soir. Yasser, je te jure que ça va te faire du bien. Franchement, tu vas kiffer. Ouais. Dans un instant, on est de retour, messieurs dames, avec notamment des infos zappées et notre sujet de la semaine qui nécessite votre avis sur le sujet. Il est gravissime, on parle du viol dans le couple bien entendu, et on fera un petit détour par Tunis, l'ancien avocat de l'ancien président tunisien qui est donc on a appris sa mort aujourd'hui, Zine Abdine Ben Ali. On va tenter de le joindre dans un instant sur France Maghreb 2, restez bien avec nous, c'est le grand forum évidemment sur France Maghreb 2 au parfum de tout ce qui se passe sur la planète. Nous sommes en direct avec maître Mounir Ben Salha. Bonjour maître. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous confirmez effectivement l'information qui circule depuis quelques minutes maintenant dans toutes les rédactions, la mort de l'ancien président tunisien Zine Abdine Ben Ali? Oui, je vous confirme la mort du président Ben Ali. Il y a presque une heure aujourd'hui, presque à 15 heures. Ben Ali n'est plus, donc il est décédé après un long combat avec les maladies, notamment le cancer. Donc le corps s'est affaibli beaucoup et il a quitté, n'est plus, il a quitté aujourd'hui à 15 heures. Maître, est-ce qu'on sait où il sera enterré, inhumé? Normalement, il sera enterré à l'Arabie Saoudite spécialement et à la Mecque. Il n'est pas envisageable qu'il soit enterré chez lui en Tunisie? Il n'est pas envisageable dans la mesure où le président Ben Ali déjà a déclaré cette volonté lorsqu'il était vivant de ne pas être enterré en Tunisie. Il a choisi d'être enterré en Arabie Saoudite à la Mecque. Et sa famille aussi, elle va exécuter ce souhait. Donc normalement, il n'est pas question qu'il soit enterré en Tunisie, d'autant plus que s'il va être enterré en Tunisie, il y a un problème parce que sa famille ne peut pas être présente. Oui, et les autorités saoudiennes évidemment ne vont pas opposer un obstacle à ce que ça se fasse. Absolument, absolument. Très bien. Merci beaucoup, maître Ben Salha, Mounir Ben Salha, donc l'avocat de l'ancien président tunisien dont on a appris la disparition aujourd'hui. Le grand forum avec Yasser Louati aujourd'hui, avec Kosinras, avec Céline Bory. Ils sont là tous et depuis tout à l'heure nous avons parlé de la France insoumise puisque la question est autour de ce qui se passe aujourd'hui. La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ainsi que 5 autres personnes de la France insoumise sont, vous le savez, comparaissent à Bobigny. Pour notamment ce qui s'était passé évidemment au siège de la France insoumise. On s'en rappelle des images et du son qu'on a écouté tout à l'heure. Quelques infos zappées avant de passer à notre sujet de la semaine sur France Maghreb 2. Mes amis, alors quelques infos zappées que vous allez pouvoir commenter évidemment. Tiens, aux Pays-Bas, face à la pénurie de main d'œuvre, les entreprises recrutent les yeux fermés. Ça s'appelle alors l'Open Hiring. Yasser Louati, tu vas peut-être m'aider là-dessus. Can you speak please, Yasser Louati? Yasser Louati, yes. En fait, c'est un système, une méthode américaine qui consiste de recruter du personnel sans un CV. Il se généralise d'ailleurs dans les entreprises néerlandaises. Il vise à donc employer des personnes laissées pour compte, désireuses de retrouver un job. C'est une méthode évidemment qui est très connue aux États-Unis. Yasser, tu connais? Il y aura peu de chances d'aboutir en France puisque déjà l'entretien d'embauche. Oh, pardon, oui, déjà l'entretien d'embauche dans les pays anglo-saxons, parmi lesquels j'inclus aussi les Pays-Bas, c'est que ce n'est pas comme en France où il faut déjà être arrivé en ayant coché toutes les cases, la bonne école, le bon réseau, le bon réseau, pardon, etc. C'est en fait, vous avez 30 minutes, 45 minutes, il faut me convaincre de vous embaucher. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui peuvent des fois être formées dans un cœur de métier et en pratiquer un autre. Je me souviens quand j'étais à la fac, j'avais une prof d'anglais qui nous enseignait la littérature anglaise et qui se destinait à être chef de projet dans le bâtiment. C'est sans entretien d'embauche et sans CV. Ça me rappelle quelque chose, c'est aussi une méthode anglo-saxonne qu'en France on appelle de la même manière mais qu'on a du mal à appliquer pour de vrai, ce qu'on appelle le pitch elevator.
C'est le concept de vendre son affaire quand tu cherches des financeurs, etc. En 5 minutes. Le concept, c'est de se croire dans un ascenseur et imaginons, tu dis que tu prends un ascenseur par hasard, tu veux un poste absolument, et comme par hasard, il y a une personne qui monte dans l'ascenseur et c'est ce recruteur que tu recherches depuis longtemps, et t'as 5 étages pour le convaincre de ton embauche. En tout cas, ça se généralise aux Pays-Bas, hein, donc voilà cette méthode américaine qui vise à employer justement. Je tiens juste à placer une information en fait qui est plutôt personnelle et parce que j'étais coach formateur et j'avais parmi mes clients des personnes qui étaient dans de gros cabinets conseils RH. Je vais citer la personne qui était mon élève. C'était la France en matière de pratique RH et on est encore à l'âge de pierre. Ouais. Autre info zappée, ça vous concerne, vous qui êtes les personnes qui ont été abandonnées par Aigle-Azur. Sachez que 4 offres de reprise ont été déposées pour la compagnie aérienne Aigle-Azur en liquidation judiciaire à la date de mercredi minuit, donc hier soir. A-t-on appris aujourd'hui de sources proches du dossier, mais Air France et le groupe De Breuil ont annoncé avoir renoncé à proposer un projet de reprise pour cette compagnie Aigle-Azur. Parce qu'ils veulent les slots. Affaire à suivre. Le secrétaire d'État américain Mark Pompeo, en visite hier en Arabie Saoudite, a qualifié l'attaque contre les infrastructures pétrolières du Royaume d'acte de guerre, l'attribuant de nouveau à l'Iran. D'ailleurs, sur la radio iranienne, on a pu entendre que, évidemment, ils n'entendaient pas non plus continuer à accepter ce type d'accusation et que ça pouvait très mal finir cette histoire, Yasser. Alors déjà, Mark Pompeo n'en est pas sa première déclaration va en guerre. Bon, déjà, le signe positif, c'est qu'on sait que Trump ne veut pas d'une guerre avec l'Iran. Et deuxièmement, c'est que John Bolton a déjà été viré. Le John Bolton, c'était vraiment le va en guerre absolu. Pour lui, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a que des bombes. Donc maintenant, est-ce que Mark Pompeo a autant de faire le forcing sur son équipe à Washington et pour traîner un peu plus Trump sur le chemin de la guerre? Trump, en retour, a déclaré que si guerre devait y avoir, les Saoudiens la financeraient. Ça, par contre, c'est un argument qui fait peur parce que les Saoudiens n'auront pas peur de financer une guerre contre l'Iran. Par contre, ils demanderont à ce que des soldats américains meurent contre l'Iran. Et étant donné qu'il y a déjà eu la guerre en Afghanistan, puis la guerre en Irak, et que justement l'opinion américaine n'en peut plus de ces guerres, à n'en plus finir, on ne sait pas. Est-ce que vraiment le deep state américain suivra Trump dans une initiative qui est réservée aux néocons à Washington et pour laquelle appelle le régime saoudien de MBS? Encore une fois, on peut encore en douter, mais pour l'instant, Trump souffle le chaud et le froid. Un coup, c'est des fuites qui arrivent en public et qui disent non, Trump ne veut pas de la guerre. Un autre, c'est il faut que les Saoudiens payent. En même temps, on a Pompeo qui dit c'est un acte de guerre. Sauf que est-ce que les Américains ont les moyens de mener une guerre pour l'Arabie Saoudite face à l'Iran? Sincèrement, les éléments sur le terrain, la réponse est non. Par contre, faire une guerre par procuration, c'est-à-dire inviter les Saoudiens à la faire en leur nom, ça oui. Oui, mais les Saoudiens n'ont pas d'armée qui pourrait tenir tête. On voit très bien la débâcle qu'il a l'heure au Yémen. Ouais. Veut dire, malgré leur armement, je me souviens, il y a quelques années, même ils avaient dû presque supplier Obama parce qu'ils avaient écoulé leur stock de missiles face à des milices, même pas une armée organisée. Je veux dire, pour les Houthis, au Yémen. Donc non, l'Arabie Saoudite n'a pas véritablement d'armée qui pourrait défier et inquiéter Téhéran. C'est faux. Par contre, ils inviteront les Américains à envoyer leurs boys se faire descendre face à l'Iran avec des promesses bien sûr de contrats d'armement et de reconstruction, etc. Il y a des nuages au sein de la cellule Afrique de l'Élysée, messieurs, dames, sachez-le, puisque Arnaud Pêcheux, qui est actuellement sous-directeur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au ministère des Affaires étrangères, qui devrait remplacer Marie-Philippe à la tête de la cellule chargée de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'Élysée aura besoin de toute son entrejambe ou de son expérience pour mettre sur les rails les relations entre l'Hexagone et les pays du Maghreb. Si les relations avec le Maroc ne sont pas si mauvaises, en témoigne le soutien indéfectible de Paris à la proposition d'autonomie du Sahara qui ne souffre d'aucune ambiguïté, eh bien il semble que Paris est tout faux sur les dossiers libyens, sur la crise algérienne et bien sûr sur l'évolution de la situation politique en Tunisie, et le Sahel sans revenir, Yasser, à l'intervention désastreuse d'un Sarkozy qui a débouché sur l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le soutien au maréchal Haftar a fait voler en éclats tout processus de paix en Libye, une attitude qui a en même temps contribué à fragiliser la position de Paris en direction de Tripoli. Désormais, la France n'aura de cesse de se justifier, notamment face aux critiques, soulignant son attitude ambiguë à l'égard des exactions de Haftar. Et selon nos sources,
eh bien, sachez que l'actuel ambassadeur de France à Alger devrait être, devrait plier bagage, puisque les relations sont vraiment pas bonnes, se sont vraiment détériorées entre l'ambassadeur de France en Algérie et avec le chef d'état-major Gad Salah. Donc, a priori, changement, et Emmanuel Macron mise sur ce monsieur pour reprendre les choses en main et pour tenter de rétablir des relations, de bonnes relations, j'ai envie de dire, et de peut-être changer un petit peu la méthode concernant les crises en cours, que ce soit en Algérie, en Tunisie et en Libye. Mais comment est-ce qu'un homme peut réparer ce que Sarkozy a engendré, en Libye? Comment est-ce qu'un seul homme peut aller à l'encontre du soutien de Jean-Yves Le Drian au maréchal El-Sisi, auquel on vend des armes et des moyens de répression, tout en promettant qu'on va stabiliser la région? Comment est-ce qu'un seul homme va remettre en question l'intervention de la France au Sahel, qui justement alimente l'émergence de nouveaux groupes terroristes et de nouvelles milices, et qui alimente le marché de la prise des prises d'otages, etc. Comment est-ce qu'un seul homme à lui-même peut mettre un terme aux interventions françaises en Afrique sous couvert d'apporter la stabilité, alors que maintenant on parle du Niger qui va devenir une base pour la guerre des drones basés en Afrique? Non, il y a un moment, il faut se dire, soit on sort d'un paradigme, mais auquel cas on peut avoir des résultats plus positifs, ou bien on va encore changer une seule personne qui fera face à un système et malgré ses bonnes intentions ne pourra rien y faire. La situation sur le terrain ne requiert pas le changement de personne, mais de paradigme. Emmanuel Macron n'a pas changé de paradigme par rapport à Sarkozy. Peut-être qu'il est moins vent en guerre, peut-être qu'il n'a pas encore été déstabilisé un pays comme la Libye. Par contre, la relation entre la France et l'Afrique est toujours dans un paradigme de pays ex-colonisateur, mais qui est toujours dominant et qui donne le tempo, sur les politiques sécuritaires. Ça va pas dans leur sens aussi, ce qui se passe en Algérie notamment, ça va pas du tout dans leur sens. Ce qui se passe actuellement en Tunisie avec cette présence au second tour de Monsieur Karoui et Monsieur Khalid Ziyed, pareil, là c'est pareil, ça n'arrange absolument pas les affaires de la France. Ouais, bien sûr, ils en ont pas l'habitude, surtout quand on a vu comme a dit Yasser par rapport aux paroles de Macron lorsqu'il a fait ses tournées en Afrique. C'est Monsieur Patron, c'est Monsieur Collomb. On l'a entendu, Monsieur Collomb. Excusez-moi, pas Collomb le maire, mais Collomb, voilà, que le colonisateur. Ouais. La manière de parler au président africain. Moi, j'oublierai jamais cette image du président ivoirien, si je me trompe pas, au Burkinabé. Non, Burkinabé, président Burkinabé, qui était assis à côté et pour lequel Macron se moquait de lui devant les étudiants et d'autres. Oui, avec l'histoire des climatiseurs, l'électricité, je sais pas quoi là. L'histoire des climatiseurs. Et au Mali, il est venu au nord et il fallait que le président se déplace pour aller voir Macron. Mais en fait, il va sur ces terrains. En fait, il va visiter sa zone industrielle. Donc la France est encore colonisateur dans sa tête et se comporte en tant que tel dans ces pays-là. Selon les propos de Macron et la posture qu'il a en face des présidents. Ouais. Et encore une fois, je remets pas la cause que sur lui, mais surtout aussi sur nos présidents africains qui acceptent cette posture-là de dominer. C'est vrai aussi. Eh oui. Ouais. Et Frantz Fanon appelait ça le complexe du colonisé. On le voit encore avec nos présidents, nos chers présidents africains, qui pensent que, excusez-moi entre guillemets, quand un occidental qui a du pouvoir et un costume arrive dans nos pays, il devient le maître de ce pays, et ça c'est ridicule. C'est ce qui se passait effectivement, que ce soit en Algérie, en Tunisie, et ce qui semble arriver peut-être, c'est un changement à ce niveau-là, et justement de rompre, en tout cas avec cette relation un peu, je vais pas dire paternaliste, mais colonisateur, ce qui est plus grave, et peut-être que ce qui est en train de se passer et en Algérie et en Tunisie, c'est vers cela que l'on se dirige, et évidemment ça n'arrange pas les affaires de la France, qui risque au passage de perdre quelques marchés quand même juteux, notamment en Algérie. Il y a beaucoup à perdre. Pour l'Algérie, il passe par tous les moyens, même par le domaine sportif, puisque au jour d'aujourd'hui, la France est tout oui pour organiser un match avec l'Algérie en 2020, là-bas sur place en 2020. Oui, à Oran. Pour moi, c'est un match diplomatique, c'est aussi un match qui peut apporter beaucoup de contrats par la suite et beaucoup de diplomatie entre deux. Oui, Céline, un petit truc à rajouter, non ? Non, je suis tout à fait d'accord sur la posture de colonisateur et on est encore, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc effectivement, les Occidentaux arrivent en terrain conquis et il y a aussi, je suis d'accord avec Ossine, une responsabilité peut-être des dirigeants africains actuels qui acceptent cette posture de dominer. Parce que ces présidents africains ne tirent pas leur légitimité de leur propre population, mais du soutien des chancelleries occidentales. Et sont souvent placés effectivement. Exactement. Et souvent, ils sont placés par eux, évidemment. Parce qu'un président qui tire sa légitimité de son propre peuple ne craint pas de parler
préféré face à Macron ou un Trump. Mais quand on sait qu'on dépend du soutien de Paris, de Washington ou de Londres, ben on se tient un carreau, c'est le minimum. C'est ce qu'a fait Ben Ali, c'est ce qu'ont fait d'autres dictateurs, et c'est ce que fait aujourd'hui Sisi en s'achetant aujourd'hui les faveurs des chancelleries occidentales, bien sûr par les marchés, par les contrats. Quand est-ce qu'on aura un président français qui dira ça suffit, votre légitimité ne vient pas de votre propre peuple, nous ne pouvons pas vous reconnaître. Or la France, avec Sisi par exemple, l'a reconnu quasiment immédiatement. Et en plus de cela, lui a vendu les armes pour rester au pouvoir. Réaction Yasser à ce premier tour de l'élection anticipée présidentielle qui s'est déroulé dimanche dernier en Tunisie, avec ce scénario, un candidat qui est sélectionné au second tour en restant en prison, en détention, et donc celui sans parti, candidat indépendant, Monsieur Kais Saied. Est-ce que le casting proposé pour ce second tour te convient ou t'interroge ou... Non, les mécanismes sont intéressants parce qu'on voit qu'il y a une défiance qui est exprimée par la voix des urnes, bien que malheureusement le taux d'abstention quand même était plus 49%. Ouais, bon voilà, c'était quand même assez élevé. Par contre, la débâcle des élites qui ont émergé après la révolution, elle est totale. Ouais. Mais en retour, cerce de perdre des voix, hein. Qui ça? El Narda. Mais c'est mérité. Ennahda étant arrivé au pouvoir sans avoir les relais au sein du deep state tunisien, ont dû s'acheter des relais au sein de ce deep state en offrant une virginité aux anciens bénalistes contre argent, contre soutien politique. Donc en plus Ennahda a péché par incompétence. C'est pas parce qu'on a été en prison qu'on est forcément un bon premier ministre. Faut arrêter avec ça. On met les personnes les plus compétentes à des postes clés. Maintenant Ennahda a aussi contribué à minimiser la justice qui devait se rendre pour viser ses propres militants qui ont été torturés sous Ben Ali et qui ont vu leur bourreau lavé par Ennahda. Par contre, il y a autre chose qui s'exprime, c'est qu'on voit que celui qui est en prison, comment il s'appelle, El Karoui qui est en prison, on voit très bien que maintenant tout le monde s'est déclaré incompétent pour le juger. Or, il est en prison de manière préventive sans pour autant avoir été jugé. C'est une justice aux ordres ou pas? Ah bah oui, parce que personne n'intéresse à ce qu'il sorte. Ouais. Donc maintenant, il est arrivé au second tour, on a des juges qui se déclarent tous incompétents pour juger l'affaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va libérer? Il est bien entré en prison. Il faudra bien qu'il en sorte un jour ou l'autre. C'est pas du pain béni pour Kais Saied finalement? Ah peut-être qu'il reste pas en prison? Ah non, peut-être. S'il reste en prison, ça pourrait envoyer un message à ceux qui ont voté pour lui, à gagner encore plus en influence. Pourquoi? En disant, bah vous savez quoi, vous l'avez mis en prison parce que vous avez peur de lui. Ah bah heck, maintenant on votera pour lui, justement pour lui donner une assise. Est-ce que c'est une solution à long terme? Ça, j'en sais rien. Je connais pas le personnage, je connais pas son programme. Par contre, là, le message de défiance qui est envoyé par les Tunisiens, lui, il est total. Et malheureusement, quand on regarde les chaînes tunisiennes, on n'a pas l'impression que le message a été reçu. C'est oui, vous savez pas voter, vous êtes trop bête pour savoir vous faire représenter. Et dans ce cas-là, laissez faire la justice et laissez le jeu des urnes aboutir. Austin, en Algérie, on a fait plein de choses. Il y a bien des spécificités algériennes, mais alors, de faire des élections avec un candidat en prison, vous l'avez pas encore fait celle-là? Ouais, à ma connaissance, il n'y en a pas eu, non. Voilà. Mais là, justement, ils ont annoncé les prochaines sélections. Le 12 décembre. Voilà. Oui. Est-ce que ça va se tenir ou pas? On va voir. Il y a effectivement une campagne de boycott qui résonne assez, j'ai envie de dire, par des gens qui se sont fait remarquer depuis longtemps comme étant des anti-Gatsala, des anti-militaires, quoi. Donc voilà. Après on verra, mais il faut quand même que ça bouge quand même dans ce pays. On peut pas rester éternellement sans élection, sans rien. Il faut que ça s'organise quand même. Bah moi qui était cet été, là, son président, c'est plutôt cool. C'est plutôt, ah oui, voir l'Algérie bon, comme ça peut pas durer comme ça, non. Ça peut pas durer, bien sûr. Évidemment. Tiens, une petite dernière bonne nouvelle ou pas, alors je sais rien, peut-être que vous allez verser votre petite larmichette. Vous attendiez tous le combat entre Karis et Booba. Eh bien, je vous l'annonce officiellement, ce combat est annulé puisque Karis a décidé de jeter l'éponge en indiquant qu'il avait signé pour un contrat pour un combat de MMA avec Booba le 30 novembre dans une salle précise, dans un pays précis qui s'appelle la Suisse. Partant de là, la Suisse a dit non, l'organisateur a dit non. Booba parle d'une salle qui sera révélée au dernier moment avec des invitations. Karis a dit on met fin à toute cette mascarade, ça commence à fatiguer tout le monde, à commencer par moi. Je n'ai pas signé pour cela, j'abandonne et je ne combattrai pas contre Booba. Mauvaise nouvelle ou pas? On s'en fout en fait. Ouais, voilà, on s'en fout réellement. Mais bon, je tenais à le donner parce que vous savez que ce sujet, quand même, cette bagarre, je suppose que tu es bien placé pour me le dire aussi, dans les quartiers, on ne parle que de ça.
Pourquoi c'est bien placé pour c'est quoi ces parce qu'il travaille dans les quartiers populaires, il y vit, alors monsieur Osinras. Ça en parle. Voilà, ça en parle. Il y a des supporters de Booba, les supporters ça dépend des générations, je veux dire. En fait, c'est un sujet qui, on l'a remarqué par le passé, il y a quelques mois, c'est un sujet qui n'enflamme pas que les quartiers. C'est le fait que les médias s'y intéressent, qu'on pousse qu'on pousse le bouchon plus loin encore, on y fait des reportages, on en discute, on en débat, etc. C'est devenu un sujet qui a pris sa place dans la société française, en dehors des quartiers populaires. Voilà, même je pense qu'aux États-Unis ils en parlent aussi par rapport à. Ça leur a fait beaucoup de buzz, quoi. Oui, beaucoup de buzz pour tout ça. Exactement, finalement. Moi, j'avais prédit que ça se terminerait comme ça. C'est-à-dire que le combat n'aurait pas lieu parce que ça n'a aucun intérêt pour personne. Sachant que ce matin, Booba avait dit que le combat aurait lieu et que dans la journée, on a appris que Caris a jeté l'éponge. Il a dit stop. Encore quand on voit bon, c'est deux bons artistes, il n'y a pas de souci, c'est relatif, chacun aime ses artistes et tout. Si. Non, mais je veux dire en termes de vente, etc. Ah oui, en termes de vente. Après, voilà, tout est relatif. Mais au jour d'aujourd'hui, on connaît un petit peu les playlists qui passent en radio, etc. Le style Booba et Caris, c'est pas du tout ça. C'est pas de sa génération, Yasser. Mais quand même, malgré tout, ils arrivent à vendre. Donc pour moi, s'il y a plus cette polémique de combat, cette polémique d'embrouille dans les quartiers entre eux ou à l'aéroport d'Orly, etc., Booba et Caris ne vendent plus. Est-ce que, par contre, j'ai une question. Oui. C'est ça qu'il est fait. Non, mais je veux dire, bon, voilà, je viens du 9-4, j'y ai grandi, etc. Oui, Kerry James. Voilà, le fief de la mafia qui a free. Voilà. Voilà. Maintenant. La question qui se pose, c'est et là, je vais citer mon entourage immédiat. En fait, Booba a fait ce buzz médiatique pour voler la vedette à Rof qui sortait un nouvel album. Est-ce que tu confirmes? Parce que le nouvel album de Rof commençait à bien se vendre et justement pour lui voler la vedette et invisibiliser la couverture qu'aurait pu avoir Rof, Booba a balancé cette polémique. Je laisse Céline et aussi une réponse. Alors. Et pourtant, je viens du 9-4 aussi, et je suis assez d'accord avec lui pour la Pafia qu'un et tout. On vient du même endroit. En revanche, l'histoire de Booba et Caris, ça date d'1 an, ça s'est passé à Orly. Donc dire que tout ça a été préparé pour contrecarrer l'album de Rof. L'annonce du combat. L'annonce du combat. Je sais pas. Franchement, on voit que Booba, il est sur tous les fronts. Du complot, ça tourne à plein régime. Pour des gens qui n'avaient rien à foutre de cela, vous en parlez quand même. Ouais, c'est ça. Recadrons un petit peu le débat. Il est sur tous les fronts, puisqu'il est en clash aussi avec Damso. Il est aussi en clash maintenant avec... Oh, ça, j'ai pas suivi ça. Il est en clash avec Damso, il est aussi en clash avec... En fait, il y a des teams. Il y a la team Booba, il y a des teams Caris, il y a des teams Rof. Et quand tu t'embrouilles avec un, tu t'embrouilles avec tous ceux qui sont derrière. Mais pour redire un mot, oui, théorie du complot, etc. Mais après, là, on parle de Booba, Caris et Rof. Faut pas oublier que derrière, il y a des grosses maisons de disques, des grosses machines de guerre qui mènent ça très bien et à la baguette. Et je pense que voilà, ils se font bien. Pardon, pour dernière information, parce que bon, c'est dire cette culture du clash, on a grandi dedans, surtout avec l'époque East Coast, West Coast, et la mort de Tupac et de Biggie. C'est que on a oublié que la mort tragique de ces grands artistes du hip-hop justement ont été alimentés par les maisons de disques. C'est que les artistes, eux, se clashaient publiquement et dans la rue, ça se tirait au pistolet mitrailleur, mais derrière on avait Suge Knight et on avait Puff Daddy qui eux en tiraient profit, et ça aboutit à vraiment à la mort de 2 personnes. Puis il y a eu, en gros, sur Death Row, 14 personnes sont mortes dans les quartiers de Los Angeles, surtout qui étaient tenues par les Bloods. Et la leçon a été retenue, heureusement, c'est qu'on ils ont vite enterré l'histoire du beef, etc. Bon, 50 Cent, ça a recommencé. Moi, je trouve ça malheureux qu'en France, on rentre dans ce jeu-là, en fait. alors qu'à la base, c'est pas vraiment, on va dire, le clash hip-hop a toujours existé, mais pas dans ces dimensions-là. Ouais, un clash artistique. On avait, NTM et IAM, etc. 17h44. Messieurs, dames. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester sur France Maghreb 2 avec le grand forum Yasser Louati, Céline Bourri, Osinras. Toute la semaine, nous avons choisi d'évoquer un peu ce sujet très lourd, très dur, mais en même temps assez tabou, qu'est le viol dans le couple. Le viol dans le couple, c'est-à-dire le viol exercé par le ou la partenaire intime, est une réalité trop souvent méconnue. Or, selon l'OMS, il touche une femme sur 4 qui ignore parfois sa situation. Le viol conjugal est une forme de violence conjugale et sexuelle exercée par le ou la partenaire intime qui est dans la majorité des cas, faut le dire, de sexe masculin. L'Organisation mondiale de la santé définit les violences entre partenaires comme tout comportement au sein d'une relation intime qui évidemment occasionne un préjudice ou des souffrances physiques ou psychologiques sexuelles aux personnes qui sont concernées. Alors c'est une définition effectivement assez difficile et en même temps assez simple.
On rappelle quand même qu'il y a eu des procès, il y a eu des condamnations. En 1990, un homme a été condamné à de la prison pour avoir exercé de la violence physique sur sa femme, de la violence sexuelle, pour l'avoir violée. Et c'est pas parce que, messieurs dames, on est marié avec une femme ou avec un homme que l'on doit obtenir ce que l'on veut d'elle ou d'il ou de lui, absolument. Donc effectivement, un petit mot là-dessus. Alors Céline, tu es déjà venue en parler, je crois, c'était mardi. Tout à fait. Voilà. On n'a pas eu le temps trop d'en parler parce qu'on a été pris par le temps, mais c'est un sujet qui reste trop souvent méconnu et qu'il faut peut-être rappeler. Il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas parce que c'est difficile. Vous imaginez d'aller porter plainte contre son mari en disant il m'a violé. Et beaucoup pensent encore aujourd'hui, en 2019, que le viol dans le couple n'existe pas. C'est difficile d'en parler déjà parce que parler des violences conjugales en général, c'est déjà très difficile d'en parler. Et au-delà de ça, le viol conjugal en soi, il est difficile de le prouver dans le cadre d'un couple. Donc il y a tout un tabou dessus. Mais encore une fois, malheureusement, que ce soit le viol conjugal ou plus largement les violences, c'est quelque chose de très fréquent. Donc aujourd'hui, on a des langues qui se délient, mais faut soutenir ces femmes. Et moi, il y a une chose dont je voulais parler. On a une qui est pas forcément liée avec le viol conjugal, mais au début de cette semaine, on en a parlé. Il y a une maman de 3 enfants de 27 ans qui s'est fait poignarder devant ses enfants au Havre. Oui. Par son mari, ou en tout cas qu'elle venait de quitter. Et il y a un mois, au mois d'août, elle s'était déjà jetée du premier étage de son appartement pour pouvoir échapper au coup. Elle avait porté plainte, les gendarmes le savaient, ça avait été classé les gendarmes ou la police, je ne sais plus, ça avait été classé sans suite. Elle était partie avec ses enfants dans un foyer, ça n'a pas empêché le drame qui est arrivé. Et on en a eu une autre hier, 27 ans aussi, donc lundi, cette jeune femme qui s'appelait Johanna, et hier on a eu une jeune femme prénommée Audrey, me semble-t-il, étudiante en médecine, qui a été retrouvée poignardée de 14 coups de couteau dans son appartement. L'ex-petite amie, visiblement, est en fuite et serait le principal suspect. Enfin voilà, c'est toute cette violence qui est connue et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils disaient, les témoignages qu'on a vus mardi, le témoignage de cette jeune femme qui est morte, les gens savaient, le voisinage savait, la police savait, la justice savait, et rien n'a été fait pour protéger ces femmes. Pour la protéger, effectivement. Ouais. C'est un réel problème, Yasser. En fait, c'est que déjà, il faut voir dans quel schéma les jeunes garçons grandissent et sont élevés entre les films, la culture populaire. Tu parles de l'éducation là. Bien sûr, elle veut dire quand on grandit et en se mettant en couple, on pense que le corps de l'autre est un acquis et que c'est une propriété et que si la personne dit non, c'est soit un crime de lèse-majesté, comment oses-tu, soit c'est inconcevable. On en arrive à des statistiques aussi effrayantes qu'une personne sur 4 ait vécu un viol au sein de son couple. Maintenant, c'est ce que je disais quand il y a 2 semaines, quand on a eu une invitée qui parlait sur ces questions-là, c'est que certes, oui, c'est bien de mobiliser l'opinion, de sensibiliser, etc. Mais c'est tout un schéma éducatif qui est à remettre en question. Et ça va bien sûr des salles de classe, mais bien sûr les films, la musique et les débats télévisés. On voit très bien quand il y a eu par exemple l'affaire DSK, dans quel torrent de boue on a traîné Nafissatou Diallo. On sait très bien que la culture du viol est très répandue, qu'elle est complètement normalisée et que celles et ceux qui en parlent sont justement pris pour des militants qui ont vraiment une vue idéologique du monde. Mais vous vous rendez compte qu'à la fin, il y a des personnes qui en meurent. Et pour moi qui ai vu les conséquences de violences domestiques dans mon travail associatif, je peux vous dire que même les institutions de la République, soi-disant égalitaires et tout ce qu'on veut, n'est pas à la hauteur des enjeux. Quand on a des policiers qui ne savent pas recevoir les victimes, voire qui les maltraitent ou les traitent en suspect, lorsqu'on a des maris ou des femmes violentes qui sont laissées pour continuer à perpétuer, lorsqu'on a des voisins qui entendent et qui n'agissent pas, oui, c'est bien, on nous dit 100 000 viols, 100 000 viols arrivent en France tous les ans. Et très peu sont dénoncés ou aboutissent à une plainte et encore moins aboutissent à des peines de prison. Il en va aussi de même pour des statistiques exorbitantes en ce qui concerne le viol conjugal et en même temps, on voit bien que les acteurs associatifs sont très limités aussi bien au niveau de leurs moyens parce que libérer la parole pour avoir des témoignages, ça requiert des compétences, ça requiert des plateformes d'écoute anonymisées et ça requiert surtout un travail terrain qui doit se faire sur le long terme et non pas une personne qui vient témoigner. Une fois qu'elle a fait qu'elle a apporté son témoignage, elle retourne dans sa vie auquel elle doit être confrontée à son bourreau. Ossine, on a également ce rapport pointe du doigt aussi
les adolescents, effectivement, qui ont peut-être pour certains leur première relation sexuelle, se mettent en couple, ont une petite amie, un garçon, une fille, bref, et sont confrontés à ce que Yasser soulignait aussi un petit peu, c'est cet accès assez facile, j'ai envie de dire, sur Internet à la pornographie, et pensent qu'effectivement une relation sexuelle se fait, se construit, se consomme de la même manière que ce qu'on a pu voir sur Internet. Et ça aussi, c'est un problème. En 2 clics, je peux vous assurer que vous pouvez accéder à des images pornographiques sur Internet. Aucune autorisation n'est demandée ni rien. Rien, absolument. Sur n'importe quel site. Oui, justement, il y a un problème avec les ados de ces dernières générations, même plus, qui ont un rapport spécial avec la sexualité. Là, je parle des filles et des garçons. Justement, à commencer par l'utilisation ou le respect de leur corps ou du corps de l'autre. Ouais. On n'a pas la même vision de. En fait, on n'est pas dans les mêmes relations hommes-femmes qu'il y avait il y a quelques années, du fait justement par le développement du numérique et l'accès plus rapide à toutes ces sources pornographiques qui, faut le dire, ça peut être incessant. Il y a des jeunes qui peuvent regarder des vidéos tous les soirs, et on n'est plus que dans le contexte des garçons, mais les filles aussi, on regarde. Ensuite, sur l'éducation globale, que ce soit l'éducation parentale, donc on peut voir parfois des familles très patriarcales où le rapport entre le papa et la maman, c'est un rapport de dominé à dominant, et où l'enfant enregistre ça toute sa jeunesse et qu'il est éduqué par ça. Non seulement aussi, comme on le voit, c'est pas les jeunes et les quartiers qui ont inventé ça, mais on le voit, il y a un problème d'équité entre femmes et hommes, que ce soit dans le monde du travail ou autre, et ça aussi les jeunes le perçoivent quand ils vont à l'école ou quand ils vont dans la rue, etc. Ensuite, il y a un manque de prévention de l'État par rapport à ça. Alors on en parle, il y a eu MeToo, il y a eu plein de choses que ça, etc. Mais il n'y a pas un vrai réel travail de prévention. Yasser l'a dit encore avant, il manque des plateformes d'écoute, il manque des recensements. Est-ce que les commissariats, comme on l'a vu avec Céline, le cas qu'on a précisé juste avant, est-ce qu'ils n'ont pas une obligation justement de recevoir ces plaintes, de les remonter même quand on a un doute? L'affaire est tellement sérieuse en ce moment, et depuis qu'elle suit plus d'années. Alors, et pour terminer sur tout ça, il y a aussi la femme elle-même qui, par la violence de son mari, donc ça commence par être violent, mais par cette peur de violence, elle n'osera pas dire non au lit, par exemple, parce qu'on parle de viol. Mais est-ce qu'elle sait que c'est un viol? Le fait qu'elle ne veuille pas coucher avec son mari, mais qu'elle le fait ou qu'elle le subit quand même si elle lui dit pas non. Ça veut dire qu'il y a des excès de violence qui sont faits au quotidien ou quasi quotidien par leur mari, et ça crée une peur chez la femme qui va pas oser dire non lorsqu'elle veut pas avoir de rapport avec son mari, et ça se transforme en viol, mais inconscient. Merci, j'ai la pub. Si tu veux, on termine juste après, parce que j'aimerais bien vous donner 2-3 techniques de chantage qui sont employées par les agresseurs, relevées dans ce rapport de l'OMS. Le Grand Forum, merci d'être avec nous pour les quelques minutes qui nous restent avec le quiz dans un instant. Juste pour vous rappeler un événement qui va se passer samedi à Choisy-le-Roi, ma chère Céline. Oui, tout à fait. Choisis thème. Choisis le thème, ouais. Choisis le thème. Voilà, choisis le thème, un petit jeu de mots avec le nom de la ville. On organise une projection du film de Djigui Diarra qui s'appelle Malgré eux, qui parle des contrôles aux faciès, etc. Et on aura un petit débat avec Don Djigui qui sera présent, et Fix Niavo qui est un artiste et militant, et on parlera sur ces questions-là de contrôle aux faciès et de violence policière. Donc ça se passe à Choisy, donc ça se passe à la salle Le Royal, c'est à 19h30 et c'est à 50 mètres de la gare de Choisy-le-Roi, donc RERC. Et Ocinra s'y sera. On y sera tous. Bien sûr qu'Ocinra y sera. Tous les auditeurs qui ont entendu cette émission, tout le monde. Voilà, soyez là au rendez-vous samedi soir. Et le court-métrage est à voir, absolument. C'est pas très loin de chez toi d'ailleurs, il y a Serlotti, je dis ça, je dis rien. C'est où? Choisy-le-Roi. Tu vois que ça se voit que on l'a répété 50 fois dans cette émission, Yasser. Ça parlait pas de politique, c'est pour ça. Ça ne parle pas. Puisque t'es aussi, non mais c'est injuste. Franchement, voilà. Je le dis en studio et face à nos auditeurs, aussi tu es injuste. Mais arrête, je suis le plus juste des chroniqueurs. Je suis toujours le neutre, toujours le juste milieu, c'est moi. C'est pas Christophe. En même temps. Alors Christophe, donc tu es en train d'être macronisé. Qui, moi? Tu es d'accord avec tout le monde? Moi? Oui. Mais non, c'est pas que je suis d'accord avec tout le monde. T'as la preuve, tout à l'heure, notre intervenant France Insoumise, j'étais pas d'accord. Oui, on l'a bien senti. T'inquiète pas. T'as été dur quand même. Oui, franchement, t'as été dur. Pourquoi j'ai pas été dur, en fait, tu veux pas qu'ils viennent chez nous. J'ai été véritable. C'est pas pareil. Oui. On l'a invité à la fin. J'étais sincère. Oui, on l'a invité, oui. Bien sûr. Entier, comme on dit, pour pas dire que t'étais. J'étais entier. Allez, ne me faites pas perdre mon temps, on a un quiz là. Oui. Je la connais, cette technique de gagne du temps, comme ça on fait pas le quiz. Voilà. Céline Bory, elle a gagné son quiz mardi en battant Philippe Bory. Tu sais qu'il a porté l'affaire en justice. Ah ouais. Il a saisi Maître Maghrébi. Oui, mais on peut pas être jugé parti, puisque Maître Maghrébi, comme j'ai pu le lire et le constater,
Maté est déjà avocate de monsieur Christophe Roux. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, il y a litige. Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Donc il va falloir qu'il se trouve une autre avocate ou un autre avocat, Boyaki. Alors, les questions, je rappelle, sont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 19 septembre et il faut bien attendre la fin de ma question avant de répondre. Je vous souhaite bonne chance. On y va. On commence avec la première question. Yasser Al-Wati, Hossein Ras, Céline Bouri. Quel est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893? La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est une excellente mais réponse. Comment? Mais non, il y a un truc. Il y a un truc sur Google. Non, c'est bizarre. Non, c'est pas vrai. La Nouvelle-Zélande. Elle a son téléphone, elle était sur Google. Non, c'est pas vrai, c'est la Nouvelle-Zélande pour de vrai. Oui, je te jure que c'est vrai. 1893, ouais. La Nouvelle-Zélande. Voilà. Ça existait déjà, la Nouvelle-Zélande? Bah, il faut croire. Oui, faut Elle croire. est pas si nouvelle que ça. Céline, bravo, un point. Deuxième question. Attention. Qui fut gracié par le président Émile Loubet en 1899? 1899? Oui. Jules Ferry? Non. Charles Péguy? Non. Je donnais tous les noms de rues. Tariq Ramadan y a fait référence. Dreyfus est une excellente réponse, Céline Bouri. Deuxième point. Elle est là, Céline. Vous l'entendez, elle est là. Je vais couper son micro. Il y a des tentatives de triche, on essaie de couper mon micro. T'inquiète pas, c'est moi qui gère, t'inquiète pas. Plus, ce ne sera pas Troisième question, on y va, on perd pas de temps. Là, c'est un peu plus près de vous, donc vous avez, normalement vous devriez y trouver. Début de la guerre civile dans un pays d'Afrique en 2002. Lequel? Centrafrique. Non. Mali? Non. Burkina Faso? Non. Soudan? Non. Niger? Non. Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire. Monsieur Yasser C'est Al-Wati, vrai, intervention bravo. française. Exactement. À l'époque, ouais. Avec tout ce qu'ils ont On l'a suivi, oublié. effectivement. Alors, on y va, ça fait 2-1. Avec zéro. un point. Tu peux le dire, zéro pour moi, Yassine, pour aussi. Quatrième question. Je cherche une actrice, mais aussi réalisatrice et scénariste française, née en 1951 et qui s'appelle Marianne. Indice, le Père Noël est une ordure. Marianne. Chazelle? Chazelle. Magnifique. Oh, bravo, c'est Céline. pas possible. Attention, le cinquième point, peut-être pour Céline Bouri, je ne sais pas. Je cherche un roi de France, né en 1551, portant le prénom Henri. Henri Henri IV? IV? Non. Henri III, Henri II. Henri III. Il a marqué son point, monsieur Sidras. J'allais par tous les chiffres, hein. J'allais par tous les numéros. Victoire de Céline Bouri, encore Attends, une fois, mais non, mais pour c'est ce pas- deuxième quiz. Bravo Céline. Je Rajoute des dédicace questions. cette victoire à Philippe. Rajoute tes questions. C'est bon, c'est Bon, impeccable. moi, ça. je tiens à dire que voilà, j'ai voulu laisser gagner Céline parce que Ouais, voilà, ouais, on ouais, forme c'est un ça. binôme. On a été courtois. Non, on a été C'est courtois. normal. Voilà. C'est normal. Non, On forme un mais binôme. Christophe, il y a quand même 2 hommes dans le studio, il y a que 3 hommes dans le studio et qu'une seule femme. Quelle mauvaise Fallait bien foi. qu'elle gagne. Oh là là, Merci la Christophe, mauvaise parce foi que c'est de vraiment fou. de la Non. mauvaise Vous êtes des foi. nuls et c'est Au nom, tout. Voilà. au nom de l'égalité homme-femme et de Exactement. violence Ouais, faites allez. aux femmes Donc, aujourd'hui. Dehors. Voilà. Dehors aussi. Je suis pour qu'elle gagne chaque jour. J'ai gagné et Je vous- c'était tu nous as la battu. défaite. À la Moi, je t'ai loyale. battu, mais platement et à la loyale. À la C'est loyale. gagné, arrête. Merci beaucoup Céline et bravo pour J'en dirai cette pas belle plus. victoire. 3 J'en points dirai pas marqués. plus. Bravo Céline. Bravo et un point pour Hossein et un point pour Yasser Al-Wati. Ça fait 2 pour nous. Voilà, ça fait 2. Voilà. Céline. Merci à tous. Demain, Tarek Mami le retour. Tiens, il fait sa rentrée radiophonique. Tarek Mami sera accompagné de Farid Tamsamani et d'Audrey Fonassi. Rapidement, une petite pensée pour la famille à Yacine Ah qui nous a quittés il y a 2 ans et on ne sait toujours Du pas côté le d'Aulnay-sous-Bois. fin mot de cette affaire. On Exact. l'avait retrouvé dans une cave, dans la cave d'Aulnay-sous-Bois. Une pensée pour sa famille, Bilal et sa mère, Bilal, qu'on salue. qui ici nous entendent, et à tous leurs amis et voisins du quartier. Merci Voilà. aussi. Et Merci. justice pour Yacine. Merci. Justice pour Yacine et pour tous ceux évidemment victimes Exactement. voilà, des bavures en l'occurrence. Merci Yasser Al-Wati, merci Céline, merci aussi. Et à demain les amis. 18h. Le rappel de l'actualité sur France Maghreb 2 tout de suite. Excellente soirée à vous bien entendu. Bonsoir. Bonsoir. Un essai clinique sauvage interrompu par l'agence du médicament. Il était mené illégalement sur 350 malades de Parkinson et réalisé en partie dans une abbaye près de Poitiers. L'essai était organisé par le fonds Josepha, dont le vice-président est le professeur Henri Joyeux, connu pour ses positions anti-vaccins. Il n'y aura pas de diminution des ressources des communes, promesse d'Édouard Philippe à l'Association des petites villes de France, qui s'inquiète de la suppression de la taxe d'habitation. Une suppression qui, selon le Premier ministre, sera intégralement compensée. Il ajoute que l'acte 2 du quinquennat est celui des territoires. Le groupe Casino en passe de vendre Leader Price au groupe allemand Aldi. C'est ce qu'affirment les Échos. Selon le quotidien, un mandat a été donné à la BNP pour négocier l'opération. Le montant de la transaction avoisinerait les 400 millions d'euros.
Éric Zemmour, définitivement condamné pour ses propos anti-musulmans. Son pourvoi en cassation a été rejeté. Et puis autre décision de justice, Mathieu Kassovitz a été condamné à 1 000 € d'amende pour un tweet où le cinéaste traitait des policiers de bande de bâtards. La nouvelle campagne de la SPA pour l'adoption avec un slogan « Faites plus que liker, adopter ». La SPA a enregistré une hausse des abandons cet été, 10% de plus qu'en 2018. Après la photo, la vidéo, une télévision canadienne a diffusé aujourd'hui un film montrant Justin Trudeau, le visage maquillé en noir lors d'une soirée en 2001. Un blackface qui tombe au plus mal pour le Premier ministre qui est en campagne pour les élections législatives. Enfin, le lifting d'LCP, la chaîne parlementaire s'offre une nouvelle identité visuelle et un habillage sonore signé DJ Wax Taylor. LCP a également recruté Maïtena Birabin et Francis Letellier pour de nouvelles émissions qui seront à l'antenne à partir du 30 septembre. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.